Il est 13 h sur toute l'étendue du territoire national. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans l'édition de la mi-journée. Le journal Moussa Papa Aïdara. À la une de l'actualité, Bamako accueille la 12e conférence des ministres de l'Observatoire des fonctions publiques africaines. Réunis autour du Premier ministre Abdoulaye Maïga, les ministres africains planchent sur la modernisation et la digitalisation de la fonction publique, enjeu clé du développement de nos États. À Tombouctou, la campagne agricole 2024-2025 s'annonce sous de meilleurs auspices. Les plaines renaissent après les inondations et grâce à l'État et ses partenaires qui ont réhabilité les digues et les canaux, permettant ainsi aux paysans de reprendre leur activité. Ils sont fidèles au poste, Bourama Traoré et Lansine Keïta. Avec eux, on fera le tour du monde. Première escale, la Guinée. 3 partis politiques dont les 2 principales formations du pays ont été suspendues. Il s'agit de l'UFDG, dirigé par l'ex-premier ministre, le RPG, dirigé également par Alpha Condé, et le PRP. Ces suspensions interviennent alors que la campagne pour le référendum constitutionnel devrait s'ouvrir aujourd'hui. L'actualité sportive, c'est surtout l'afro-basket masculin ce dimanche. C'est historique, le Mali est en finale. Les Aigles seront face à l'Ogre d'Angola à 18 h. Les Maliens retiennent en tout cas encore le score 88-80, l'issue de la compétition entre le Mali et le Sénégal hier. Et si vous aviez l'habitude de vous promener avec un cathéter au bras, eh bien arrêtez. Ce comportement peut provoquer de nouvelles infections ou même des maladies qui peuvent toucher n'importe quel organe du corps. Koumba Sissé nous donnera plus de précisions en fin de journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition Cap sur la modernisation de la fonction publique. Le Premier ministre plaide pour une administration moderne et efficace. Le général de division Abdoulaye Maïga a présidé hier samedi au nom du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, la cérémonie d'ouverture de la 12e conférence des ministres de l'Observatoire des fonctions publiques africaines. Les travaux des ministres seront axés sur les conclusions de la réunion des experts qui s'est tenue ici même à Bamako. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a insisté sur l'importance de la fonction publique dans le développement d'un pays avant de saluer les efforts louables fournis au Mali en matière de modernisation de l'administration avec une forte ambition de digitaliser les services publics. Écoutons le chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, au micro de Mamari Koné et Aliou Touré. Nous devons réfléchir collectivement à des solutions innovantes pour renforcer les capacités des agents publics, améliorer la qualité des services publics et promouvoir une culture de performance, de responsabilité et de redevabilité dans nos administrations publiques. En ce qui concerne le Mali, dans le cadre de la refondation du Mali, des efforts louables ont été fournis en matière de modernisation de l'administration avec une forte ambition de digitaliser les services publics pour renforcer la transparence dans la gestion des affaires publiques. C'est ainsi que des actions novatrices ont été réalisées, notamment l'instauration d'un système électronique de paiement des droits, taxes et amendes, la mise en place d'un système intégré de gestion des ressources humaines de l'État et des collectivités territoriales et l'élaboration des outils de planification en matière de recrutement et de formation des agents dans la fonction publique. Cette dynamique enclenchée se poursuit à travers la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033. Cette institution panafricaine qui a pour vocation d'étudier et d'analyser les fonctions publiques africaines afin de proposer des réformes et solutions innovantes aux difficultés que rencontrent les différents États membres. Dans le respect de leur souveraineté, s'est révélé au fil du temps comme un outil important pour l'amélioration de la gouvernance publique en Afrique. De nos jours, la fonction publique est au cœur du développement de nos États. Elle est le bras armé de l'action publique, le moteur de la mise en œuvre des politiques publiques et constitue l'interface entre l'État et les citoyens. À cet égard, l'Observatoire des fonctions publiques africaines constitue un levier majeur à l'échelle régionale pour la coordination stratégique de toutes les actions d'amélioration de la gouvernance publique dans chacun de nos pays. Vous écoutiez à l'instant le Premier ministre au micro de Mamari Koné et Aliou Touré. Sur un tout autre plan, après les inondations, la relance agricole est en marche à Tombouctou. La campagne agricole 2024-2025 a bien démarré dans les plaines agricoles de la ville des 333 Saints. Les plaines sérieusement touchées par les inondations de l'année passée ont été réhabilitées grâce à la mobilisation du gouvernement à travers le commissariat à la sécurité alimentaire et les partenaires, ouvrant ainsi la voie à une campagne agricole 2024
2024-2025 porteuse d'espoir. Tombouctou, Idrissa Goulou Sissoko. Le commissaire à la sécurité alimentaire, accompagné du représentant du PAM et de la FAO, a échangé avec les services techniques sur la réhabilitation des plaines de Amadja, d'Aï et de Kouriomé suite à l'effondrement des digues de protection l'année dernière. Les travaux de réhabilitation sont terminés et les producteurs ont démarré la campagne agricole 2024-2025. Idrissa Alpha Maïga, directeur régional de l'agriculture. En ce qui concerne les trois plaines, notamment la plaine d'Amadja, la plaine de Kouriomé et celle de Daï. Actuellement, les trois plaines sont en exploitation. Donc nous avons pu quand même réhabiliter l'ensemble des digues de ceinture, l'ensemble des canaux principaux et secondaires. Les autorités régionales se réjouissent de la grande mobilisation des partenaires techniques et financiers pour la réhabilitation de ces plaines qui constituent la sève nourricière de la région. Contrôleur principal Bakoum Kanté, gouverneur de Tombouctou. Ces trois plaines nourrissent la ville de Tombouctou. Ces trois plaines nourrissent une bonne partie du cercle de Tombouctou. Si les travaux ne sont pas menés dans ces trois plaines, ça peut créer l'insécurité alimentaire dans une bonne partie de la région de Tombouctou. La campagne agricole 2024-2025 a été sauvée en région de Tombouctou grâce à une franche collaboration de tous les acteurs. Jean-Carlo Siri, représentant PAM. On a tous mis la main à la pâte. C'est vraiment extraordinaire de revenir après pour voir que ça a fonctionné. On a réussi à sauver une campagne grâce à une coopération exemplaire. Redouane Ag Mohamed Ali, commissaire à la sécurité alimentaire. Je me réjouis de voir que la discussion qu'on a eue ici a été suivie d'effets et qu'il y a vraiment des solutions concrètes qui ont été mises en place. Et c'est cela, je salue l'ensemble des acteurs. En premier lieu, le gouvernement qui a porté ce problème-là au plus haut niveau et qui a mobilisé déjà au niveau local. À la lumière des échanges, l'on peut dire que les exploitants des différentes plaines de la région vont passer une campagne agricole en toute sérénité. Tombouctou, Idrissa Goulou Sissoko, Alou Koulibaly pour l'ORTM. Restons dans les champs. En 13e région, la campagne agricole se déroule bien selon certains producteurs, dont le président de la Chambre locale d'agriculture de Dioïla. Les paysans font de l'espoir sur une bonne production malgré un démarrage difficile relatif à l'installation tardive des pluies. Si certains producteurs déplorent l'arrivée tardive de l'engrais subventionné par l'État, d'autres priorisent l'utilisation de la fumure organique. Reportage à Dioïla, Moustapha Doumbia. L'agriculture est l'une des principales activités de la 13e région administrative du Mali. La région de Dioïla est considérée comme l'un des bassins de production de céréales et de coton. Les différentes spéculations agricoles présentent un état végétatif satisfaisant d'une manière générale, ce qui fait dire que la campagne agricole évolue à hauteur de souhait. Bafin Koulibaly, président de la Chambre locale d'agriculture de Dioïla. La campagne agricole 2025 se déroule très bien dans la région de Dioïla. Nous sommes aujourd'hui le 23 août. Pratiquement les travaux champêtres, les semis sont finis. On est sur les butages. À la date d'aujourd'hui, j'ai à peu près 12 hectares de maïs. Vous-même, vous voyez l'état du champ. Il pleut abondamment. La Chambre locale d'agriculture couvre 23 communes correspondant à la 13e région administrative. Parmi ces communes, celle des Koulibaly dans le cercle de Fana abrite certains grands producteurs de la région de Dioïla, dont Yacouba Doumbia et ses frères qui exploitent des superficies non négligeables. Yacouba Doumbia, producteur. Notre production est destinée à la consommation familiale ainsi qu'à l'appui de certaines personnes dans le besoin. Ici, nous avons plus de 40 hectares de maïs, de variétés locales et hybrides. Nous attendons 6 à 7 tonnes à l'hectare. Nous produisons en utilisant beaucoup de fumure organique et très peu d'engrais. En plus du maïs, nous cultivons du mil, des sorgho et d'autres spéculations. Nous sommes vraiment satisfaits de la pluviométrie et de l'état de nos cultures. L'évolution de la campagne agricole est bonne selon bon nombre de producteurs de la région. Et c'est là qu'il s'agisse des céréales ou du coton. Adama Diara, producteur de coton. Nous produisons du coton, du maïs, du mil et de l'arachide. La campagne évolue à hauteur de souhait malgré un début difficile à cause de la pluviométrie. L'autre difficulté, c'est l'arrivée tardive de l'engrais subventionné par l'État. Mais globalement, tout se passe bien. Bafin Koulibaly, président de la Chambre locale d'agriculture de Dioïla. À la date d'aujourd'hui, la subvention continue à venir. On n'a pas eu 100% de nos quotas, mais nous sommes vraiment à l'aise. Nous lançons un appel solennel
aux producteurs de la région. Il ne faut pas cultiver le champ pour avoir à manger. Il faut produire suffisamment. Ça doit être commercial maintenant. Cultiver pour nourrir sa famille et vendre beaucoup aux nécessités qui en ont besoin. L'élevage et l'aviculture sont aussi des activités agricoles bien pratiquées dans la région de Dioïla. Dioïla, Moustapha Doumbia et Alassane Sangaré pour l'ORTM. Nous ouvrons à présent une large fenêtre sur l'actualité internationale. Commençons par la Guinée. 3 partis politiques dont les 2 principales formations du pays ont été suspendus. Il s'agit de l'UFDG, dirigé par l'ex-premier ministre Cellou Dalein Diallo, le RPG, ancien parti au pouvoir d'Alpha Condé, et le PRP. Ces suspensions interviennent alors que la campagne pour le référendum constitutionnel devrait s'ouvrir aujourd'hui même, mais finalement reportée au 31 août. Pour en parler, Lansine Keïta qui me rejoint dans ce studio. Bonjour. Bonjour Moussa Papa. Alors, dites-nous pourquoi ces formations politiques ont été suspendues. C'est un arrêt du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Ibrahima Khalil Condé, pris en conseil des ministres et lu à la télévision nationale, qui suspend les activités des 3 partis politiques pour une période de 90 jours. Il s'agit de l'UFDG, dirigé par l'ex-premier ministre Cellou Dalein Diallo, le RPG, ancien parti au pouvoir d'Alpha Condé, et le PRP. Il leur est reproché officiellement de ne pas respecter les obligations de conformité prévues par la charte des partis politiques malgré le délai de 45 jours qui leur avait été accordé. C'est donc une situation irrégulière de la part de ces partis selon les autorités. Ces formations font partie des organisations qui appellent à des manifestations contre les autorités de la transition à partir du 5 septembre. Par ailleurs, l'UFDG est en conflit avec le ministère à propos de l'organisation de son congrès. La Cour suprême doit se prononcer le 28 août sur le sujet. Une autre annonce a surpris la classe politique, c'est le report de l'ouverture de la campagne pour le référendum du 21 septembre, initialement prévu aujourd'hui même, mais reporté au lundi 31 août. Alors, une suspension qui provoque quand même des vives réactions de la classe politique guinéenne. La classe politique guinéenne a vivement réagi après l'annonce de la décision. Certains qualifient la décision injuste, excessive et même arbitraire. D'autres préfèrent garder le silence qui est très significatif pour eux. En tout cas, les autorités guinéennes veillent au respect des décisions prises et tout contrevenant s'expose à des sanctions. Moussa Papa Aïdara. Merci beaucoup, Lansine et Keïta. Nous restons avec, dans l'actualité guinéenne, surtout avec vous, cette fois-ci, Bourama Traoré. Bonjour. Bonjour, Moussa Papa Aïdara. Et cette annonce qui a pris de court la classe politique, on le disait tout à l'heure, celle du report de l'ouverture de la campagne pour le référendum du 21 septembre. Et tout à fait, Moussa Papa Aïdara, cette campagne devrait s'ouvrir ce dimanche, mais elle débutera finalement le 31 août, c'est-à-dire dimanche prochain. Dans un décret pris le 4 août dernier, le président de la transition a convoqué le conseil, le corps électoral pour le 21 septembre 2025. Dans cette perspective, le gouvernement a entamé une campagne de vulgarisation du contenu de ce projet depuis quelques semaines partout en Guinée. Mais cet exercice de vulgarisation suscite la polémique. L'opposition dénonce l'utilisation des moyens de l'État pour la campagne du oui au référendum. Au Cameroun, la requête de l'opposant Akere Mouna visant à déclarer le président Paul Biya inéligible est jugée insuffisante. Oui, le Conseil constitutionnel a rejeté en dernier ressort cette requête. La demande a été jugée non justifiée après une audience d'un peu plus de 2 heures. Pour l'opposant Akere Mouna, l'inéligibilité du président Paul Biya ne se justifie par ses absences prolongées hors du pays ou encore par ses rares apparitions publiques où il semble désorienté. Il faut que les Camerounais le sachent. Le président Biya n'est pas là, il ne nous gouverne pas, déclare l'opposant. C'est la première fois que le Conseil constitutionnel se prononce sur l'éligibilité du président Paul Biya au pouvoir depuis 43 ans et candidat pour un 8e mandat à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Au Nigeria, l'armée affirme avoir tué plus de 35 terroristes près de la frontière avec le Cameroun. C'était lors des raids menés hier contre des combattants islamistes qui s'étaient rassemblés près de la frontière entre le Nigeria et le Cameroun. Sur la base des multiples renseignements provenant de plusieurs sources, la composante aérienne a mené des frappes de précision qui ont permis de neutraliser plus de 35 combattants, a indiqué l'armée de l'air dans un communiqué. En Tunisie, Bourama Traoré et l'instance nationale d'accès à l'information a définitivement fermé ses portes sans communiqué officiel ni déclaration. Oui, une atteinte directe au droit constitutionnel d'accès à l'information. C'est ainsi que le syndicat des journalistes tunisiens a qualifié la fermeture de l'instance nationale d'accès à l'information créée en 2017. Un syndicat qui permettrait à de nombreux citoyens et journalistes de réclamer l'accès à des données ou des rapports publics. Il était composé de 9 membres issus de la société civile, de
la magistrature, de l'enseignement ou encore du journalisme. L'enclave espagnole des Ceuta a confronté à un nouvel afflux de migrants en provenance du Maroc. Depuis le début de l'année, plus de 1700 migrants ont déjà rejoint Ceuta selon le ministère espagnol de l'Intérieur. Ce chiffre a connu une forte augmentation au cours des 2 premières semaines du mois d'août avec l'entrée illégale de près de 300 personnes dans l'enclave. Au moins 21 corps ont été repêchés autour du Ceuta. Beaucoup de migrants préfèrent désormais tenter leur chance par cette voie afin d'éviter les contrôles renforcés et la clôture ultra sécurisée qui se dresse le long de l'une des 2 seules frontières terrestres séparant l'Afrique et l'Europe. En République démocratique du Congo, vive réaction après la peine de mort requise contre l'ancien président Joseph Kabila pour ses liens présumés avec le M23. Une réquisition rejetée par les partisans de l'ancien chef de l'État. Son parti, les PPRD, parle d'un procès bidon qui ne surprend pas. L'opposant Moïse Katumbi dénonce dans un communiqué une manœuvre politique cynique destinée, selon lui, à réduire au silence un acteur majeur et à s'aimer la terreur dans le pays. Les cadres de concertation des forces politiques et sociales, une autre plateforme anti-Tshisekedi, parle de l'instrumentalisation abusive et éhontée de la justice. Posons nos valises à présent au Kenya. Le gouvernement britannique accepte de verser une indemnisation à plus de 7700 Kenyans touchés par un incendie provoqué en 2021. C'était lors d'un exercice militaire dans la réserve naturelle de l'Olandenga dans la vallée du Rift. Le Royaume-Uni ne précise pas le montant exact, mais l'avocat des victimes parle d'une indemnisation totale de 2,9 millions de livres sterling. Ce règlement, dit-il, représente le meilleur compromis possible compte tenu du manque de preuves après 4 ans. Les plaignants affirment avoir perdu des biens et souffert de problèmes de santé à la suite de cet incident. Un incident qui avait déclenché une longue bataille judiciaire. Interpol annonce l'arrestation de plus de 1200 personnes et la saisie de quelques 100 millions de dollars. C'était à l'occasion d'une vaste opération de répression de la cybercriminalité en Afrique. Oui, le Royaume-Uni et 18 pays africains ont mené l'opération entre juin et août 2025. Les investigations ont permis d'identifier quelques 88 000 victimes de fraude et de réseaux illégaux de crypto-monnaies, selon un communiqué. L'Organisation mondiale de police indique que les signalements de fraude en ligne ont augmenté de 3000% dans certains pays africains au cours de l'année 2024, selon un rapport. La cybercriminalité représente désormais plus de 30% de tous les crimes signalés en Afrique de l'Ouest et de l'Est, précise le texte. Hors du continent à présent, la France convoque l'ambassadrice d'Italie dans le pays à la suite des propos jugés inacceptables tenus par le vice-premier ministre italien Matteo Salvini à l'encontre du président Emmanuel Macron pour son soutien à l'envoi des troupes en Ukraine. Vas-y, toi, si tu veux, tu mets les casques, les gilets paraballes, les fusils et tu pars en Ukraine, a déclaré Matteo Salvini face aux journalistes lors d'un déplacement à Milan. Les vice-premiers ministres visaient Emmanuel Macron et faisaient allusion à l'envoi possible de troupes européennes en appui de Kiev dans la guerre avec la Russie. Paris et Londres, qui ont pris la tête d'une coalition de volontaires, envisagent de déployer des contingents en Ukraine comme garantie de sécurité une fois qu'un cessez-le-feu ou qu'un accord de paix aura été conclu entre Kiev et Moscou. Avant-dernière destination, la place rouge de Moscou résonne au son des tambours et des cuivres venus des 4 coins du monde. C'est le grand retour du Festival international de musique militaire. Pour l'édition 2025, le festival célèbre le 80e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique. Aux côtés des orchestres militaires russes, des formations venues du monde entier. Un mélange de traditions, de rythmes et de cultures sur l'un des lieux les plus emblématiques du pays, à savoir la place rouge de Moscou. Le festival a débuté vendredi et se poursuivra jusqu'au 31 août prochain. Une semaine de musique, de performances spectaculaires et de diplomatie en fanfare au cœur de la capitale russe. Il est exactement 22h20 au Japon et c'est d'ailleurs notre dernière destination. Fin de la 9e édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique qui s'est tenue à Yokohama. Cette année, ce sont 49 pays africains qui ont participé à l'événement. Plus de 300 accords dans des secteurs clés comme les infrastructures, la santé, la technologie, l'éducation et l'agriculture ont été conclus. Lors de la cérémonie de clôture, le Premier ministre japonais a insisté sur l'importance de la co-création de solutions innovantes face aux défis du continent. Il a exprimé l'espoir que cette TICAD marque un nouveau départ avec un essor durable pour l'Afrique et un partenariat encore plus solide avec le Japon. Tel comme Usain Bolt pour cette rapidité. Merci beaucoup, Brahma Traoré. Vous aimez le sport? Tout à fait. Allez, c'est parti pour la page sport.
Ismaïla Doumbia, alias Izo, est le nouveau président de l'Union nationale des anciens footballeurs du Mali, UNAFOM. Il a été choisi par consensus à l'issue d'une assemblée générale ordinaire tenue hier samedi à la Maison des Jeunes de Bamako. En football, les affiches des demi-finales du CHAN 2024 sont connues. Le Sénégal joue contre le Maroc et le Soudan sera face à Madagascar. Et quant à la Supercoupe générale d'armée Assimi Goïta, 3 matchs se jouent ce dimanche au compte de la 3e journée de poule. Eh bien, l'actualité sportive, c'est surtout la finale de l'Afro-Basket masculin ce dimanche. Le Mali défie à 18h l'ogre angolais. Auparavant, le Sénégal tentera de monter sur le podium contre le Cameroun à partir de 15h. Voyons tout cela avec Famrou Djurté. Angola-Mali est l'affiche de la finale de la 31e édition de l'Afrobasket masculin. Une finale inédite entre le pays hôte, l'Angola, qui détient également le record des titres dans la compétition avec 11 trophées, et le Mali, qui est à sa première finale en 20 participations dans le tournoi. On a de très bons joueurs, on a de très bons basketteurs capables de prendre cet Afrobasket. Habib Mokhtar est l'entraîneur de l'équipe masculine du centre de référence de basketball de Tombouctou, CRBT, champion du Mali 2025. Pour la finale, on veut plus. Nous souhaiterons vraiment avoir cet Afrobasket. Si on gère très bien le match, Inch'Allah, on aura cette coupe. Cette ultime rencontre de l'Afrobasket masculin 2025 se joue ce dimanche 24 août à partir de 18h GMT. Les Maliens ont arraché cette finale historique 87-80 face aux Sénégalais qui les avaient dominés en poule 80-70. Le Sénégal tentera de sauver l'honneur ce dimanche lors du match pour la 3e place face au Cameroun. Une rencontre qui précédera la grande finale. En football, sur le continent, les demi-finalistes du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024 sont tous connus. Il s'agit du Sénégal, tenant du titre, de Madagascar, du Soudan et du Maroc. Le Sénégal a validé son billet en s'imposant 1-0 contre Ouganda et se prépare désormais à défier une équipe du Maroc solide qui a su éliminer la Tanzanie sur son propre terrain par 1-0 également. Cette rencontre promet un duel équilibré tant les deux sélections ont montré une grande capacité à gérer les moments décisifs. De son côté, le Soudan a confirmé son potentiel en sortant l'Algérie au tir au but 4-2, 1-1 au terme de 120 minutes de jeu. Cette victoire témoigne de la force mentale des Soudanais capable de résister à la pression dans un match coupéré. Face à Madagascar, qui a su tirer son épingle du jeu contre le Kenya pour atteindre ce stade de la compétition, l'affiche s'annonce indécise et ouverte. Le Maroc et le Sénégal apparaissent comme deux favoris logiques, mais Madagascar et le Soudan ont déjà prouvé qu'ils savaient surprendre. Supercoupe générale d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État. 3 matchs se jouent ce dimanche au compte de la 3e journée des poules. Au stade Mamadou Konaté à 16h, Kaï affronte Bougouni. Au même moment, du côté du stade Ouenzen Koulibaly, Koulikoro sera face à Nyoro. La dernière rencontre du jour mettra aux prises à 18h au stade Mamadou Konaté l'équipe de Koutchala et celle de Menaka. Ce samedi, le gouvernement s'est incliné 3-0 devant Djoïla, un résultat qui a surpris plus d'un. La région de Taoudini, menée au score depuis la 2e minute de jeu, a fini par arracher la victoire 2-1 contre Badiangara. Le CNT a dominé Sikasso 2-1 et la sélection de Kita a pris le meilleur 1-0 sur celle de Douanza. Pour terminer, Ismaïla Doumbia, alias Izo, est désormais le seul et unique président de l'Union nationale des anciens footballeurs du Mali, UNAFOM. Il a été choisi par consensus à l'issue d'une assemblée générale ordinaire tenue ce samedi 23 août 2025 à la Maison des Jeunes de Bamako. Un vrai sentiment de fierté et d'honneur d'être à la tête de cette association qui existe depuis longtemps. Je salue ici mes prédécesseurs. Ça n'a pas été facile avec la création d'une commission de réconciliation qui veut dire beaucoup de choses. Pour un départ encore, je crois qu'il faut encore rassembler tout le monde. On a des difficultés, mais je souhaite que tout le monde adhère à la cause. Izo aura désormais la responsabilité de diriger le nouveau bureau de l'UNAFOM composé de 72 membres pour les 4 prochaines années. D'éminentes personnalités du football malien ont pris part aux travaux de cette assemblée générale ordinaire, notamment Yacouba Diadé Danyogo, ancien ministre des Sports, qui était l'invité d'honneur. L'UNAFOM, par cette assemblée générale ordinaire, s'inscrit dans une dynamique d'améliorer les conditions de vie des anciens footballeurs du Mali et d'apporter sa contribution à la relance du football malien. Focus Santé. Dans Focus Santé, nous parlons des risques de se promener avec un cathéter au bras. Au Mali, il a été constaté que beaucoup de patients voient qu'à leur occupation au cours de traitement avec un cathéter, ce comportement peut provoquer des nouvelles infections ou même des maladies qui peuvent toucher n'importe quel organe du corps. Koumba Sissé nous en parle. Je souffrais du paludisme. Au cours du traitement, j'ai continué à conduire mon véhicule avec le cathéter. En conduisant, la manche de mon pullover a arraché le cathéter. Immédiatement, j'ai mis un mouchoir sur la partie pour arrêter le sang. Comme Oumar Kane,
Au Mali, nombreux sont les patients qui se comportent ainsi. Des malades en état de convalescence qui vaquent à leurs occupations avec un cathéter au bras. Et pourtant, cet outil médical est utilisé pour des raisons bien précises. Professeur Issa Konaté, infectiologue au Point G. Le cathéter, c'est un tube fin et flexible qui est utilisé pour administrer des médicaments, des liquides chez une personne ou prélever des fluides chez un malade. Le cathéter ne devrait pas dépasser les 3 à 4 jours. Je parle ici du cathéter périphérique parce qu'il y a plusieurs types de cathéters. Mais ça peut être plus court que tout cela. Parce que quand vous placez le cathéter aujourd'hui, le maintenir ou de ne pas le maintenir va dépendre de l'état du cathéter chez la personne. Dans les centres de santé, en posant le cathéter, le médecin soignant adopte certaines mesures d'hygiène pour limiter de nouvelles infections. Avant de porter un cathéter, il y a des précautions à prendre. D'abord, on devrait se laver correctement les mains au savon et puis rincer et utiliser une friction hydroalcoolique. Donc, vraiment, cherchez à détruire d'abord les microbes qui sont sur votre main. Portez un gant et nettoyez correctement la partie là où on veut placer le cathéter. La pose d'un cathéter doit obéir à des règles. Un suivi au niveau de l'hôpital et par quelqu'un qui maîtrise la situation. Donc, en amenant ce cathéter à la maison, on est presque sûr que la personne n'a pas toutes les qualifications pour pouvoir faire un suivi régulier. Quant aux patients, il est déconseillé de se promener avec le cathéter au cours du traitement. Professeur Issa Konaté. Dans des lieux publics, dans les quartiers, dans la communauté, on voit les gens se promener avec un cathéter au niveau du bras, ce qui est extrêmement dangereux et ça ne devrait pas se faire compte tenu de tous les risques que cela peut avoir. Le cathéter constitue une porte d'entrée pour les microbes. Et une fois que le microbe va rentrer à partir de ce cathéter, ce microbe peut circuler et atteindre toutes les parties du corps, que ce soit le cœur, le cerveau, c'est-à-dire les organes les plus sensibles, les organes nobles peuvent être atteints à partir d'un cathéter périphérique. En plus des infections dans la masse ou dans n'importe quel endroit, le cathéter peut être enlevé accidentellement et peut provoquer une perte du sang, surtout chez les personnes qui ont des problèmes de coagulation. Focus Santé. 13h28, voilà l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir. Le journal vous a été présenté par Moussa Papa Aïdara. Tout le plaisir était pour moi. Mise en onde bien assurée par Bintou Traoré. Mise en ligne Mohamed Koulibaly. Coordination Bourama Traoré. Réalisation Lansine Keita que vous retrouvez tout à l'heure dans Rétro 7. Merci à tous pour votre attention. On est dimanche. Reposez-vous bien. Et prenez soin de vous et des autres. Et n'oubliez surtout pas, gardez le sourire. Quoi qu'il arrive, magnifique journée dominicale à tous sur le RTM.